À la sortie d'une victoire un petit peu surprise de Max Verstappen en début de week-end, on n'imaginait pas ça. On ressort quand même avec quelques regrets sur ce Grand Prix de Monza. Baptiste, Quentin, on est là pour en discuter justement. Alors déjà, comment est-ce que vous allez et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix? Baptiste, je vais commencer par toi. Bah écoute, ça va super déjà pour commencer. Merci de me demander et de t'inquiéter pour moi, Raphaël. Et écoute, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Grand Prix? Bah au début, je me suis dit, oh là là, on part sur un Grand Prix de folie, ça va être incroyable. Mhm. Et puis après, bah écoute, ça s'est transformé sur une petite sieste du dimanche après-midi qui fait pas de mal pour digérer le repas, quoi. Quentin, tu partages cet avis? Ouais, bah ça, bonjour à tous et merci, ça va et vous messieurs. Effectivement, oui, je rejoins cet avis. Quelques premiers tours intéressants. Et après, bah, j'ai rejoint Baptiste au royaume des songes. C'était plutôt sympa. Quelques actions néanmoins à souligner, quelques bons résultats pareil, mais on va en reparler tout au long de ce podcast. Ouais, c'est clair, les premiers tours étaient vraiment. Je suis comme toi, Baptiste, j'étais vraiment punaise. Génial, il se passe un truc de fou. Le Grand Prix de Monza, il m'a hypé. On sortait d'un Grand Prix à Zandvoort où s'était passé beaucoup de choses. Bah voilà, finalement de la déception. Finalement de la déception à la sortie de ce Grand Prix le plus rapide de l'histoire. Où on a eu aussi en qualification le tour le plus rapide de l'histoire. Et puis je pense que je suis tombé dans ma sieste le plus rapidement que j'ai jamais fait aussi. Je pense qu'en 5 tours, c'était plié. Ah mon Dieu. 20 secondes d'avance à l'arrivée pour Max Verstappen sur les deux McLaren. Les deux McLaren qui ont une stratégie, on va dire, discutable. On va y revenir. Mais Max Verstappen, Baptiste, victorieux du coup à Monza. Ouais, gros dimanche, grosse performance de Max Verstappen dans ce Grand Prix d'Italie. Bon, alors qui se fait doubler, par Lando Norris dans le premier tour, après un premier virage musclé entre les deux hommes. Mais très rapidement, je crois que c'est 4 tours après, au début du quatrième tour, que Verstappen repasse devant Norris. Et puis c'est simple, une fois qu'il a repris la tête, il ne l'a plus jamais lâché. On a eu l'impression de revoir le Verstappen de la saison 2023, intouchable, seul, loin devant. Voilà, on l'a pas beaucoup vu. Encore une fois, quand tu vois pas beaucoup de leaders dans la course, c'est que c'est plutôt bon signe pour lui. Et voilà, la Red Bull qui semble avoir retrouvé de la performance comparée au dernier Grand Prix. Ça fait plaisir de voir Max sur la plus haute marche du podium. C'est seulement sa 3e victoire de la saison. Et donc voilà, pas grand chose à dire sur Verstappen, si ce n'est qu'il a maîtrisé son sujet de bout en bout. Alors, la Red Bull qui retrouve de la performance, mais aussi aidée par une piste qui était peut-être plus à l'avantage de certaines monoplaces, Quentin. Oui, exactement. Et puis on sait que Red Bull a pris un pari très risqué en termes de réglage, ce qu'a annoncé Verstappen d'ailleurs, pour débraquer les ailerons au maximum, conduire sur le fil avec une voiture vraiment très très fine et très peu d'aéro. Donc ça a payé dans les lignes droites comme on l'a pu le constater, mais néanmoins c'était compliqué à gérer sur les autres parties plus sinueuses du circuit. Ce qu'on a vu avec Leclerc par exemple, qui dès que s'est retrouvé en bataille a surchauffé ses pneus et en 3 tours n'a pas pu donner plus de force dans la bataille. Néanmoins, voilà, maîtrisé de bout en bout de la part du Néerlandais, qui nous ressent un pilotage des grands jours. Également qui a salué l'aspect technique qu'a apporté Laurent Mekies et l'écurie en tant que team principal, qui a dit que l'avantage, c'est qu'en qualité d'ingénieur et reconnu, et dont on sait qu'il était très bon d'ailleurs, permet de poser les bonnes questions, lui, et d'orienter l'équipe dans la bonne direction. Par contre, celui qui en ferait les frais, c'est Yuki Tsunoda, qui lui n'a pas réussi à mettre la voiture en cette plage de performance, hormis effectivement un accrochage qui lui a coûté pas mal de points aéro pour avoir cassé son fond plat. Autrement, voiture trop fine, on a le syndrome du deuxième coéquipier Red Bull à chaque fois, qui fait contraster un Max Verstappen assez incroyable et un second plus en difficulté. Ouais, en Baptiste, on sait que de toute façon Tsunoda avait un réglage qui était du coup moins, on va dire à l'extrême que sur Max Verstappen, qui avait un peu plus d'appui aérodynamique que sur sa monoplace. Oui, mais de toute façon, moi j'allais dire, Tsunoda il n'a pas attendu ça pour en faire les frais de la performance, parce que malheureusement, on ne cesse de le dire, il a beaucoup de mal, il a toutes les peines du monde à faire fonctionner sa Red Bull. Même s'il y avait eu un peu de mieux après l'arrivée de Laurent Mekies, pardon. Oui, mais c'est, on en parlait là juste avant de commencer l'enregistrement de ce podcast. Raphaël, c'est toi qui disais que Yuki a terminé quasiment avec un tour de retard sur Isaac Hadjar, je crois. Non, sur Max Verstappen, c'est parce que quand tu vois Max qui passe la ligne d'arrivée, il y a la Red Bull de Tsunoda qui est juste devant. Mais certes, il y a eu l'accrochage. Donc après voilà, on le sait, chez Red Bull, il n'y a qu'une seule voiture. Bon, Tsunoda, pas grand-chose à dire, si ce n'est que on aura, je pense, toujours tous ce regret un petit peu de ne pas l'avoir vu faire la saison
complète chez Racing Bulls après son début de saison très Ah prometteur. ouais, parce que c'était prometteur. Ah bah, un duo en plus avec un Isaac Adjar qui ne fait que monter en puissance, honnêtement. J'aurais adoré voir ça sur le long de la saison parce que Lawson, au final, bon, même s'il s'en sort bien, on avait un Tsunoda qui était peut-être à son meilleur niveau à ce moment-là, en pleine confiance dans une voiture qu'il avait eu le temps d'appréhender sur les dernières années, avec une équipe au sein de laquelle il se sentait bien. Je dis pas qu'il se sent mal chez Red Bull, mais on aurait pu avoir un duo de pilotes très 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 performant cette saison et qui sait où ça aurait mené Racing Bulls. Et peut-être même que Tsunoda aurait signé son premier podium en F1. Peut-être bien, ça, Voilà, ça. on part dans les Oui, avec des mais si, ouais, on ouais, mettrait je pas vois. rien en bouteille. Bah, mais c'est ressorti quand Isaac Adjar a fait son podium évidemment à Zandvoort, puisque certains soulignaient le fait que ça aurait Ouais, pu bien être entendu. Tsunoda en effet. Bien entendu, bah après ça dépend aussi des performances un peu éclatantes des pilotes. On a vu un Évidemment. Pierre Gasly à l'époque chez Toro Rosso passer aussi très proche du podium sans jamais concrétiser. Voilà, ça dépend aussi des facteurs chance et des formes du pilote. Mais effectivement, c'est une théorie qui pourrait tenir la route. Alors, à contrario, il y en a quelques pilotes qui s'en sortent beaucoup mieux ce week-end. Moi, j'en ai 3 en tête: Bortoleto, Albon et puis Adjar, qui part des stands. Alors, je vais éviter de faire trop mon franchouillard, mais je suis désolé, il m'a impressionné. Il part des stands 18e. C'est parce qu'il est. Il y a qu'est-ce qui part des stands juste derrière lui déjà? J'ai un doute. Il part 18ème parce que Nico Hülkenberg abandonne Voilà. la formation et il y a Pierre Gasly également. C'est Pierre Gasly qui part des stands aussi. Des Donc, bons il part moteurs et qui partent 18e des stands. des stands et il finit 10e dans les points. Et il rapporte encore un point à Racing Bulls, un point précieux. Franchement, encore Mazet, il se positionne vraiment comme un métronome sur la piste. Il est constant, ne fait pas d'erreur et a du rythme. Tout ce qu'on attend d'un pilote, et c'est assez surprenant pour un rookie. On regarde cette tendance de très bon pilotage de la part du Français. Également, pour citer les autres, Albon très impressionnant sur ce Grand Prix qui s'impose maintenant comme le leader de l'écurie Williams. Alors sans conteste, même si on sait que Carlos Sainz fait face à quelques difficultés mécaniques et incidents en piste, néanmoins il commence à prendre le lead. Et Bortoleto, pareil, rien à dire. Commence à lui aussi arriver à sa forme de pilote de F1. Ça fait très plaisir de voir une kick sober et un jeune rookie performer également dans une écurie qui est d'ordinaire plus timide. Ouais, d'ailleurs, sur Bortoleto, on en discutait avec Baptiste avant, et je vais avoir ton avis, Quentin, sur la dynamique des deux pilotes. Est-ce que pour toi, Bortoleto fait une meilleure saison que Kimi Antonelli? C'est compliqué à gérer parce que les conditions de départ sont pas du tout les mêmes, dans le sens où Antonelli arrivait déjà dans un top team avec des guillemets. Il est confronté à un George Russell qui maîtrise très bien la discipline, est un bon pilote, on le sait, et qui connaît aussi l'écurie. Bortoleto arrive dans un kick sauber en transition, c'est pas encore Audi, mais ce n'est plus Alpha. C'est un peu spécial, beaucoup de nouveaux staffs, beaucoup des directions techniques différentes, une voiture plus compliquée à piloter aussi. Attends, je vais m'arrêter là, sinon je vais encore partir à parler tout seul, faire une longue tirade d'une demi-heure qui va vous endormir. Mais je pense, allez, si on devait vraiment comparer en termes de data pure, je pense que première partie de saison, Antonelli met une volée à Bortoleto et c'est la tendance inverse sur cette deuxième partie. En fait, c'est ça, c'est que la dynamique s'inverse complètement là ces derniers temps parce que Bortoleto enchaîne les top 10, il est très souvent dans les points, il est Q3 aussi. Ouais. Enfin, il est très souvent dans les points, tandis qu'Antonelli a un petit peu plus de mal. Et il y a aussi le fait que Antonelli, on nous l'a tellement vendu comme un super crack générationnel que au final, après 15 Grands Prix cette saison, le crack générationnel, il a juste fait un podium, quoi. Donc, et en plus, voilà, comme je disais, depuis. Juste fait un podium, c'est dur quand même. Non, mais depuis quelques temps, il fait plus parler pour ses débours en piste qu'autre chose. Là, je te rejoins. Le truc qui me vient en tête, c'est son accrochage avec Charles Leclerc au Grand Prix des Pays-Bas. Donc, oui, je pense que c'est une dynamique qui fait qu'on se pose la question. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout souligner, au-delà de est-ce que un tel ou un tel fait une meilleure saison que l'autre, c'est la très bonne saison, honnêtement, de Bortoleto. C'est un truc qu'on n'aurait pas forcément parié en début de saison. Contrairement à Antonelli, on aurait pu se dire qu'il allait faire une belle première saison. Bortoleto, avec une voiture comme la Sauber qui partait comme a priori la moins bonne voiture du plateau, au final, alors oui, il y a des progrès, ce n'est plus la pire voiture du plateau aujourd'hui, mais il se débrouille vraiment très bien pour un rookie, quoi. Il a réussi à la prendre en main, cette voiture, parce que c'est pas quelque chose de facile. Ok, la voiture s'améliore, mais il faut encore arriver à la mettre dans une bonne fenêtre de performance, et chose qu'il arrive à faire assez régulièrement maintenant. Ouais, clairement. Et puis pour en revenir à la comparaison, c'est vrai qu'on a aussi deux conditions mentales très différentes pour les deux pilotes. Un qui arrive, Bortoleto, chez Kick Sauber, une écurie plutôt de fin de grille. Donc il avait le temps de se poser, d'apprendre, de faire ses erreurs tranquillement, sans être sous le feu des médias, et surtout de pouvoir s'installer et développer sa performance comme il sait le faire. Et Antonelli qui lui directement était propulsé, presque comme le Messi en fin de compte, en disant regardez, c'est le prochain Lewis Hamilton. Et donc maintenant on assiste à une personne qui surcompense en piste, d'où les manœuvres un petit peu compliquées,
où il tente par tous les moyens d'essayer de revenir un peu dans les lumières de son début de saison. Parce que Bortoleto, champion de F2, mais Et de F3 dès la première de saison, F3 en tant que rookie. Mais les attentes étaient clairement pas les mêmes entre Kimi Antonelli et Gabriel Bortoleto, le protégé d'Alonso. Mais pour Kimi Antonelli, moi j'ai envie de dire que son accrochage avec Leclerc, justement, c'est vraiment l'exemple et l'illustration de son état mental, où il va tenter un mouvement un peu trop ambitieux à mon goût, parce qu'il n'est pas en confiance et qu'il se dit ok, il faut vraiment que je retrouve cette performance, il faut que j'arrive à me remettre dedans, et puis à vouloir trop en faire, tu finis par te prendre les pieds dans le tapis. Donc ouais, c'est pas facile pour Antonelli en ce moment. Ça va être à lui de rectifier le tir, parce que là le problème vient pas spécialement de la voiture. Bon, elle joue pas la victoire, la voiture, mais c'est pas le problème, hein. George Russell, il arrive toujours à placer sa voiture ça normalement carbure, hein. Il devrait faire un petit peu plus de top 5, effectivement. Voilà, on attend à ce qu'il soit beaucoup plus proche de son coéquipier à l'heure actuelle. Et ça, P6, P7 maximum, hein, pour le pilote italien. Ça doit aller en Q3 déjà, et puis derrière ça doit confirmer en course. C'est ça, mais bon, c'est pour ça qu'on avait créé les écuries B, hein, à l'époque. Enfin, écuries B, pas en tant que telles, mais qui le sont devenus à travers le temps. On pense à V-Carb, on pense à Alpha, qui était avec Sauber à l'époque une antichambre pour Ferrari, Williams pour Mercedes, tout à fait. Associé, hein, pour Ferrari. Associé pour Ferrari, ouais, totalement. Donc, à vrai dire, la question se pose aujourd'hui, hein. Le début de saison a fait tourner beaucoup de tête. Je me rappelle, on était en podcast tous ensemble. On disait, tiens, désolé Kimi, on n'était pas familier avec ton jeu. Et voilà, et aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, mettre beaucoup de pression sur les épaules d'un jeune pilote, un rookie en F1 dans un top team, c'est compliqué. Autre jeune pilote sur qui maintenant les regards sont tournés, mais pour toute autre raison, c'est Oliver Biermann, à qui il reste plus que 2 points sur sa super licence. Ça m'a surpris aussi, pour être franc. Parce qu'il y avait la pénalité de la saison dernière Brésil, où il accroche Colapinto, si je dis pas de bêtises. Exact. Où il prend 2 points, je crois, sur sa super licence. Oui, quelque chose comme ça. Et là, il a jusqu'au Grand Prix du Mexique où il doit faire gaffe. Hein, donc c'est un petit peu loin. Mais ça m'a étonné, je me rappelais pas qu'il avait fait autant d'incidents en piste ou même de procédures pour recevoir autant de pénalités de points. Sous drapeau rouge 4 points il y a pas très longtemps. Oui, c'est ça, je veux dire, c'est alors que pourtant il nous a sorti sous drapeau rouge aussi, je exact, crois, il a sorti une très belle performance à Zandvoort en comparaison, donc mais comme il est effectivement as et un peu moins sous le feu des projecteurs, c'est vrai qu'on l'a moins vu, on a moins suivi ses pénalités, mais ça commence un petit peu à chauffer. Est-ce que ça peut lui mettre la pression, Baptiste, tu penses? Non, mais c'est surtout que moi, oui, hein, c'est la pression, il l'a déjà, il l'aura encore plus jusqu'au Grand Prix du Mexique. Mais c'est surtout que moi, je comprends pas pourquoi c'est Biermann qui est pénalisé sur l'accrochage qu'il a eu avec Carlos Sainz ce week-end. Parce que si vous regardez bien l'incident, alors Sainz dépasse Biermann avant le virage 4, sauf que Sainz se rabat trop tôt en fait. Biermann est encore à hauteur des roues arrière de Carlos Sainz. Et Biermann il va pas se disparaître, quoi. Donc il faut bien qu'il prenne le virage lui aussi, et malheureusement ça se termine en accrochage. Mais pour moi, je l'aurais plus mis sur le fait de l'incident de course plutôt qu'une pénalité envers Biermann. Je trouve pas que la pénalité soit méritée, honnêtement, pour l'anglais. Alors Quentin, juste avant d'entendre ce que tu penses de cet accrochage, d'entendre ton avis, je vais revenir sur ce que les stewards ont donné comme justification. Ils se sont appuyés sur le règlement qui avec dit grand que plaisir. Si les roues avant sont au-delà ou au niveau de l'essieu avant de la voiture qui est à l'intérieur, alors dans ce cas, c'est la voiture qui est à l'intérieur qui doit céder et laisser passer celle qui est en train d'attaquer. Et là, pour le coup, Carlos Sainz avait les roues bien au-delà de l'essieu avant d'Oliver Biermann. Il a lâché les freins, mais au moment de... les deux ont freiné très tard déjà. Non, déjà, mais en fait, ça fait penser un peu à la pénalité de Carlos Sainz sur le Grand Prix de Zandvoort. Évidemment. C'est simplement qu'en tant que spectateur, alors certes, il y a un règlement, mais encore une fois, la règle des roues avant, si tu me la lis effectivement comme elle est actuellement, Raphaël, c'était exactement l'opposé il y a encore un an. En fait, c'est que pour le dépassement, normalement, c'est si tu avais les roues au niveau des pontons ou ne serait-ce qu'un peu devant les roues arrière de celui que tu tentais de dépasser, alors tu avais la priorité à l'intérieur. Ouais, exactement. Ouais. C'est qu'à un moment, en fait, les règles changent et pas pour le bon. Alors, parfois peut-être tant mieux, parce qu'on assistait à des manœuvres un petit peu suicidaires de temps en temps en disant oui, mais mes roues elles étaient au niveau, donc je comprends pas. Ça devenait un petit peu grotesque. Rappelez-vous, les gars, il n'y a pas plus voilà. Le Grand Prix des Pays-Bas, de Leclerc sur Russell. Hein. Exact, mais les pilotes qui essayaient plus de
de tenter des manœuvres, de cocher des cases pour dire vous avez vu, moi le règlement, il est d'accord avec moi, hein, donc c'est l'autre qui est en tort. Mais là, c'est qu'en tant que spectateur et même, enfin, je veux dire, et encore plus une perspective pilote, j'imagine pas. Tu regardes l'action, le mec te tourne dessus dans le virage, fait ah bah c'est de ta faute, voilà, t'avais qu'à pas être là. Non, enfin, je veux dire, on fait la course, on la fait pas. C'est vrai que il y a une mésentente, c'est un incident de course, il y a pas forcément de pénalité. Mais merde quoi, je veux dire, à un moment ça suffit. Ça fait 2 grands prix, 2 décisions des stewards douteuses. Bon, oui, ils aiment vraiment pas Carlos Sainz, ils ont dit bon, on va compenser, on va shooter Bierman à la place. Parce que bon, la semaine dernière, on a été que dur avec lui. Ou à un moment, il y a une inconstance pas possible. Je veux dire, et c'est des pilotes, les stewards, en plus, responsables sur chaque grand prix. C'est un pilote qui regarde la situation et fait ah ouais, non, d'accord. Honnêtement. Non, mais c'est malheureux parce que, enfin, vraiment, voilà, Sainz tourne trop tôt. Après, voilà, on peut pas le blâmer non plus. Il mérite pas non plus, lui non plus de prendre une pénalité. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on ait pénalisé Berman parce que ça incite pas ça va pas inciter les pilotes à prendre des risques, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que je te rejoins, Quentin, quand tu dis qu'il y a une inconstance, mais c'est que surtout, ça peut nuire au spectacle sportif. Bah, bien au final. entendu. Le spectacle en piste, nous, ce qu'on veut voir, c'est des dépassements et des batailles fair. Là, pour le coup, je te rejoins sur le fait que oui, bon, bah, voilà, incident de course, pas forcément de pénalité à donner. J'entends le fait que Carlos Sainz se soit peut-être abattu trop tôt, mais en même temps, Berman était à l'intérieur. Donc pour moi, ouais, il n'y a pas forcément de coupable sur cette action-là. Mais ça nuit très clairement au spectacle en piste, parce que les pilotes deviennent plus calculateurs que finalement on le focus voit, sur la race. Comme on en a parlé plein de fois depuis le début de saison, au-delà des pénalités, des stewards, ne serait-ce que les pilotes à la radio, j'avais d'ailleurs poussé un petit coup de gueule à ce sujet. Je veux dire, vraiment, on en est, c'est ça, c'est des personnes qui pressent un calepin en fait sur les genoux dans le cockpit, puis ils cochent des cases en disant bah oui, vous avez vu, voilà, hein, moi j'ai bien lu l'article 417 alinéa 3 du règlement, mais en fait c'est moi qui ai raison. Au lieu de privilégier simplement des combats en piste que les pilotes pratiquent depuis maintenant des décennies dans toutes les disciplines de sport automobile de la planète. Et voilà, bah, ils ont des calepins sur les genoux. Oui, ils passent plus de temps à calculer comment, en règlement, ils pourraient obtenir gain de cause, quitte à ce que ce soit une décision post-Grand Prix, au lieu de dire laisser les pilotes un petit peu se battre, faire des manœuvres parfois musclées, de les réprimander lorsqu'elles le sont trop, et simplement d'instaurer un cadre favorable à la course. C'est comme les limites de piste en qualif, quoi. Quand tu vois qu'il faut absolument pas dépasser les 4 roues doivent absolument pas dépasser la ligne blanche. Mais en fait, nous, on a envie de voir les mecs prendre des risques, on a envie de les voir, voir les mecs sur les vibreurs, quoi. On n'a pas envie que les mecs lèvent le pied parce qu'il ne faut pas dépasser la ligne blanche. Alors, regarde, ça me choque pas. C'est vraiment laisser-les courir, laisser-les tout donner dans leur tour, quoi. Après, sur les lignes blanches, il faut quand même donner un cadre. Oui, sur les lignes blanches, ça me choque pas qu'il y ait une intolérance totale, parce que t'imagines, le gars il fait ouais bon, mais là, vas-y, je suis en train de transpirer, j'ai serré les fesses dans le cockpit, donc ça va, tu vois, j'ai le droit de couper la piste. Non, honnêtement, ça me choque pas. Des fois, tu vois les vois, ils ont vraiment, mais il y a rien, même pas 3 mm en dehors de la piste. C'est comme au foot, c'est comme le foot avec la VAR, hein. Désolé, mais quand on a vu la Coupe du Monde au Qatar avec le mec qui avait un bout d'oreille qui dépassait, on disait bah c'était hors jeu. Bah tant pis, voilà. Moi je trouve ça pas normal. Bah certes, mais la règle c'est la règle. Il y a une corrélation à faire. Il y a deux choses. En qualif, je suis d'accord, enfin, on peut pas laisser passer même de 3 mm, c'est le jeu. C'est en qualif, t'es plus ou moins tout seul sur la piste, d'accord. Maintenant qu'en Grand Prix, il y a une tolérance en disant, comme on l'a vu, c'était un combat, je crois, Raikkonen et Felipe Massa, sous la pluie au Brésil de mémoire, et qu'un combat magnifique. Alors les deux, techniquement, se sortent un petit peu dehors, mais se récupèrent sur la piste. Et c'est une des plus belles batailles de l'histoire de la F1. Qu'on affiche une tolérance à ce moment-là. Oui, en course. C'est déjà le cas avec les limites de piste. Ils ont le droit à 3, si je dis pas de bêtises, 3 dépassements de piste. Voilà. Donc il y a déjà cette tolérance en course finalement, qu'il n'y a pas en qualif. Voilà, mais après en qualif, oui, c'est normal qu'il y ait tolérance 0. Et après, bah, pour en revenir à ce que de nombreux disent, de toute manière, les limites de piste, si tu mets du gravier ou de l'herbe à la place, ne t'inquiète pas. Voilà, t'inquiète pas qu'aucun pilote n'ira la chercher. Hein. Voilà, aucun pilote n'ira chercher la limite avec du gravier. Hein. Ça, on sait, on a vu ce que ça donnait. Étonnamment, on les dépasse pas. Pour revenir à ce qu'on disait sur les pilotes un peu plus calculateurs, moi là où ce que je peux comprendre, c'est que gueuler à la radio aussi, ça permet de se décharger. T'es en pleine course, t'es sous le coup de l'émotion, il y a beaucoup d'adrénaline. Donc moi je comprends que t'aies besoin de gueuler à la radio, de dire putain le mec il m'a fait ça, et vous avez vu, il faut le report et tout. Ça je le comprends. Mais c'est plutôt très calme en fait comme réaction.
Parce que je me mets à leur place. Quand on joue à F1 notamment, on en a eu quelques-uns. Quand on a un accident, le premier truc c'est pas de dire oh mais Roux c'est pas bien placé, tu aurais pris une pénalité, etc. C'est mais est-ce que le pip, bon, voilà, on va pas se faire de merde payer une amende par les FIA non plus, mais on a même plus de réaction authentique en fait. C'est que de temps en temps il y a un gros mot qui sort, mais c'est plus reportez-le direct. Il doit être pénalisé, c'est pas normal, plutôt que de dire non mais attendez, on se fout de ma gueule ou quoi. Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre insensée? Genre, même ça, les mecs sont devenus calculateurs jusqu'au point d'en dénaturer complètement leurs propos. On sait que c'est des compétiteurs, c'est pas grave, ça marche dans tous les sports. On pense aussi au CLGP, l'équivalent de la F1 sur l'eau. Il y a les radios ouvertes, mais alors les mecs s'insultent copieusement. Et personne ne demande analysez-moi l'action, je veux une pénalité. Non, c'est juste mais il est sérieux celui-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais ça marche dans tous les sports et la F1 ne fait pas exception. Mais même là, voilà, on n'a plus de pilote qui réagit instinctivement. Si on l'a vu 2-3 fois quand même, mais ça reste très très rare maintenant d'avoir un pilote qui, au lieu de calculer en disant voilà, je demande la pénalité, c'est pas normal, hein mon salaud. Puis on a 2-3 spécialistes. Oui, mais tu comprends, si les pilotes disent des insultes, ça fait trop rappeur. C'est pas Ah, moi qui oui, le dis, c'est Mohamed aussi. Ben Sulayem, c'est le président de la FIA. Donc, Qui retourne cracher des Renault, lui, dans le en séance d'essai, et puis en ligne droite en séance d'essai. On va revenir un petit peu sur la course en elle-même, parce qu'il y a une autre image dont je voudrais parler avec vous, c'est la rupture de suspension de Fernando Alonso. Ah ouais, chaud. Alors ça quelle inattendu. image. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Trop rigide la suspension, trop fragile. Le carbone Aston Martin de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui Parce que au-delà de la course, on va y revenir sur Fernando, mais Aston Martin se prive encore une fois, se tire une balle dans le pied. Avec une lutte au championnat, ils sont à seulement 1 point devant Racing Bulls. Donc ce genre d'incident, ça peut coûter cher en fin de saison. Exact. Maintenant, on revient sur l'accident en lui-même. C'est incroyable de voir ça. Bah clairement oui, surtout qu'Alonso performait très bien ce week-end, qu'Aston Martin reprend un peu en performance et en vigueur, ce qui est une bonne chose. Ah oui, après la suspension qui casse. Alors pourquoi, comment? Est-ce que c'était juste une erreur de fabrication? Est-ce que c'était un mauvais positionnement, une suspension trop rigide? Bon, on n'aura pas la réponse. Ça fait un peu penser à la suspension de Vettel, si pas de bêtises, qui avait explosé aux USA, où il s'était retrouvé sur 3 roues. Et après on prévient Leclerc en mode évite les vibreurs s'il te plaît. Et il dit pourquoi? On fait parce que Vettel vient d'exploser sa suspension arrière droite, donc après c'est à toi de voir. En fait il n'y a pas d'explication, tous les pilotes ont mangé le vibreur de la même manière tout au long du week-end, ça a cassé pour lui. C'est malheureux, voilà, pas d'explication. Parfois c'est un coup du sort pour le taureau espagnol, et il en a fait les frais aujourd'hui. Ouais, et puis comme le disait Alonso en zone mixte, il était 7ème ou 8ème je crois au moment de l'accident, donc c'est un gros point de perdu pour Aston Martin. C'est ce qui permet à Hadjar de rentrer dans le top 10 en plus et de marquer ce point qui resserre encore plus l'écart. Donc c'est là où il y a une double sanction pour Aston Martin, c'est que tu te prives de points et en plus tu laisses ton rival revenir à hauteur presque. Donc c'est le genre d'erreurs qui encore une fois peuvent coûter cher. Maintenant on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé un petit peu plus haut en grille, sur la grille avec les McLaren. Et alors il y a voilà. Avant de parler à la fois toi à dire de la demande très spéciale, on va revenir juste très rapidement sur le premier tour. Et c'est cette bataille entre Verstappen et Norris. Pour vous, c'est quoi? De la course ou il y a plus que ça? Franchement, de la course. On sait que c'est deux pilotes, notamment Verstappen, qui sait se montrer très agressif par moment et n'hésite pas à imposer un petit peu sa volonté. Norris, qui d'ordinaire, a plus tendance à accepter, à s'adapter. Pourquoi pas? Honnêtement, ça m'a pas choqué. C'était des actions musclées, mais correctes. Les pilotes se sont compris, pas accrochés. Non, ça va pour moi. Ouais, c'est la course, voilà, comme tu as dit, Quentin, Verstappen, on connaît son côté agressif et le fait qu'il laisse pas la place aux autres. Voilà, on le voit, il tasse Norris dans l'herbe, dans la ligne droite. Mais voilà, Norris qui, pour une fois, ne s'est pas laissé démonter, ne s'est pas laissé faire et a un petit peu tassé Verstappen au premier tour. Moi, je trouve qu'il a bien fait. Voilà, c'était un peu la réponse du berger à la bergère. Voilà, après, Verstappen l'a laissé repasser, mais moi, je trouve ça clé mais correct. Voilà. Puis en plus avec Verstappen qui relaisse passer, alors que même techniquement, il n'y aurait peut-être pas eu besoin. Honnêtement, c'est faire. Je vous rejoins sur le fait que c'est simplement jouer des coups. Je voulais quand même connaître votre avis au cas où. Puis on parlait des radios. Oui, ce que j'allais dire, on ne peut pas être malhonnête. On vient de faire 10 minutes sur les pénalités, le laisser les courir. Voilà. Et d'un coup, si on avait dit que ça c'était pénalisable, on aurait été un petit peu. Je suis ravi de voir que vous êtes cohérent dans vos propos surtout. Mais oui, et puis on a juste pour le signaler, vu que tu parlais de ça, Quentin, on a un Norris qui juste s'exclame à la radio de qu'est-ce qu'il fait celui-là, sans demander de pénalité. Voilà, pour une fois, ça fait plaisir en fait. Et puis maintenant, on va arriver justement à ce qui fait vraiment débat, l'arrêt
au puits manqué de Norris. Alors pour recontextualiser, Norris P2, Piastri P3, on propose à Norris de l'arrêter. Non, arrêtez Piastri, allez-y. Que de politesse pour deux concurrents au championnat C'est très du monde. british, my good man, je vous en prie. Et donc Piastri s'arrête et on arrête Norris juste après. On foire l'arrêt au stand. Erreur individuelle, ça arrive, c'est la course. C'est comme 5 ça. secondes 9 d'arrêt au stand. Le plus rapide de la course quand même. Voilà, il Ouais. ressort derrière Piastri, qui sur l'ensemble de la course a quand même un rythme moins élevé que Norris, ça s'entend. Mhm. Et on demande à Piastri de le relaisser passer Norris. Et Piastri s'exécute. Ouais. Alors, Baptiste, il y a une question que je veux te poser sur ça. Si le Grand Prix de Zandvoort ne connaît pas la fin qu'il connaît, c'est-à-dire que Norris n'a pas de casse-moteur, Norris termine deuxième. L'écart entre les deux pilotes au championnat du monde, il est beaucoup plus resserré. Est-ce que, d'après toi, Baptiste, Piastri s'exécute comme il l'a fait dimanche, si c'est dans cette situation? Tu me poses la question, mais je crois que tu as très bien la réponse. Tu la connais déjà, la réponse, Raphaël. Évidemment que non. Évidemment que non. Là, l'avantage, c'est qu'il y avait quand même 34 points d'écart au championnat entre les deux. Donc, entre guillemets, suffisamment pour que ce fait de course soit minimisé. Mais s'il n'y avait pas que 3 points d'écart entre la deuxième et la troisième place, s'il y en avait beaucoup plus, ou c'était la victoire qui se jouait à Monza pour les deux McLaren, évidemment que Piastri ne se serait pas laissé faire et il y aurait eu bataille en piste entre les deux. Écoute, moi j'ai envie de te dire, je trouve ça plutôt intelligent de la part de Piastri dans le sens où il perd que 3 points sur Norris. Du coup, son attitude, il a joué pour l'équipe et son attitude ne va pas faire de vagues. Bah, il garde un ticket dans la poche pour la fin de saison, aussi, c'est clair. En plus, ouais. Il garde un ticket dans la poche pour la fin de saison avec ce qu'il vient de faire. À la prochaine situation litigieuse entre les deux, c'est lui qui normalement aura les faveurs de l'équipe. Donc je trouve ça intelligent de sa part. Il aurait pu jouer, il aurait très bien pu se défendre de laisser passer Norris et garder sa deuxième place, ça aurait été compréhensible. Mais moi je trouve qu'il a été très intelligent, qu'il n'a pas pensé justement dans le feu de l'action à chaud. Il a réussi à avoir le recul nécessaire pour se dire ok, je laisse passer et c'est moi qui aurai les faveurs de l'équipe plus tard. Donc bien vu de la part de Piastri. Intelligent de la part de Piastri. Il garde quand même une avance de 31 points en classement pilote sur Norris. Donc il a toujours ce grand prix d'avance, on va dire ça comme ça. Ouais, donc intelligent de la part de Piastri. Mais Quentin, de la part de McLaren, c'est quoi pour toi? Parce qu'on a un Max Verstappen qui se moque allègrement. Alors, j'aurais fait pareil que Max. Voilà, qui se moque allègrement de la décision des papayas en pleine course. Bah, je pense que d'ailleurs, il y a 2 milliards de fans à travers le monde qui ont la même réaction que Max Verstappen. Alors, Ouais. je pense on va faire comme Piastri, on va prendre du recul sur la situation. Il y a 2 aspects pour moi. Il y a l'aspect public avec le côté sportif et l'impression à la télé. Et il y a le côté équipe en interne et la façon de voir les choses. D'une perspective publique et spectateur, on est d'accord, c'est désastreux. C'est pas la première fois que McLaren nous sort en gros un très beau résultat gâché par une consigne d'équipe qui paraît totalement stupide et dérisoire. Ceux qu'on va dire, bah oui, mais si Norris a plus de rythme, pourquoi il va pas le chercher, pourquoi ils vont pas se battre? Ok. D'un autre côté, à la place de McLaren, je comprends à 100%. Ils essaient de faire un monde honorable. Piastri est en avance, il a un rythme en deçà. Ils disent, bah tiens, on va jouer le fair play, l'équité. On a chié dans la colle. Est-ce que tu peux. En plus, c'était amené gentiment, c'est pas. Voilà, c'était pas s'il te plaît, Oscar, tu vas te garer sur le côté de la piste et Norris va te dépasser, swap positions. Non, c'était bon. J'avoue, on a un peu merdé. Est-ce que tu veux pas laisser passer? Oscar qui fait un très bon call en disant, bah d'accord. Parce que s'il avait pas fait. Oui, ça, ce sur serait monté Piastri, évidemment, on est tous Piastri d'accord, se il serait l'a bien monté sur fait. ses côtes. Lando se fera à rien demander. Et j'ai pas trouvé de trace de lui qui. J'ai pas trouvé de trace de lui qui pose la question. Bon, il avait dû être énervé, mais honnêtement, smart, d'une perspective écurie, je comprends à 100%, il n'y a pas de souci. Après, certes, bon, bah, ça fait Mais un on bon. est plus dans l'esprit de la course, là. Mais c'est plus l'esprit de la course, mais c'est l'esprit championnat. Alors après, On parlait des pilotes qui deviennent très calculateurs. Ouais. C'est très calculateur de la Bah, part de c'est- McLaren. oui, mais en vrai, en termes de décision d'équipe, si tu es pragmatique, c'est très malin. En soi, c'est très malin. Tu le rejoins là-dessus, Baptiste? Mais c'est quand même dingue cette manie de McLaren. Les mecs, ils ont quand même les 2 voitures les plus rapides et ils arrivent quand même à se mettre les pieds dans le tapis tout seul comme des grands, quoi. Oui, c'est ça, et puis arriver et surtout à faire un truc un peu vraiment awkward à la télé, quoi.
En disant, mais en fait, non, c'est compliqué. Tiens, viens. Bon, s'il te plaît. Alors, toutes les blagues après qui ont suivi. Bon, Lando se crache. Bon, Oscar, est-ce que je peux foutre ta voiture dans le mur et la détruire aussi, s'il te plaît? Parce que sinon, c'est pas juste au championnat. Bon, tu sais, voilà. Très bonne. Franchement, les réseaux sociaux, c'était Ah, mais franchement, il y a des gens sur Twitter qui ont raté des carrières dans l'improvisation. Ou qui devraient avoir des jobs de CM. Non, mais concrètement, en fait, je pense que oui, l'esprit de la course est un peu mort. On va pas se mentir que ce genre de décision, c'est pas la première fois que McLaren nous congratule de ce genre de décision. Maintenant, je comprends ça d'une perspective d'équipe. Oscar, allez, presque trop grand seigneur pour moi, c'est presque une crotte de nez au visage, genre j'ai pas besoin de ça. C'est exactement comme ça que moi je le lis. Bah oui, c'est vraiment, allez, fais-toi plaisir. Il sait lui-même qu'il y a un écart qui est conséquent. Ouais. Au-delà de mettre un ticket dans sa poche, c'est que moi j'ai l'impression qu'il envoie un message en disant mais il n'y a plus de lutte. C'est ça. J'ai déjà gagné, Voilà. c'est déjà terminé. Il lui met une table sur l'épaule pour le dépasser comme au cyclisme et fait aller. Moi, c'est ce que je le lis en fait. C'était il y a quelques années, je crois que c'était en 2023, si je dis pas de bêtises, sur le Tour de France, messieurs, il y avait la bataille entre. Oui, c'est exactement ça, avec la table sur l'épaule. Alors non, c'était Vingegaard et Pogacar. Pogacar. Non, pardon. Et Vingegaard et Pogacar se battent du coup pour le maillot jaune dans une étape de montagne. Ouais. Et à un moment, ils sont tous les deux, ils ont lâché le peloton et tous leurs équipiers. Ils sont dans une descente et Pogacar pour chasser Vingegaard qui était maillot jaune. Pogacar chute dans une descente et Vingegaard, au lieu de le lâcher et d'augmenter son avance générale, qu'est-ce qu'il fait? Il attend Pogacar. Et une fois Pogacar à sa hauteur, il se serre la main en mode bon, allez, c'est bon. T'arrêtes de m'attaquer. Oui, le tour était fini. Arrête de m'attaquer et c'est fini. Voilà. Et Vingegaard, avec ça, a réussi à gagner entre guillemets le fait que Pogacar ne l'attaque plus. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça m'a fait penser à ça honnêtement. Cette manière d'esprit. Voilà, mais c'est que hormis tout peut se passer, mais je veux dire, hormis pas de mécanique, dans le sens, Oscar, il est vraiment en train de dire à Norris. Oui, voilà, bon. Lâche ça, s'il te plaît. Je fais du mal. C'est le même avec la main sur l'épaule, lâche ça, tonton. Bah ouais, moi c'est. Autant de ta chance l'année prochaine. Voilà, oui, quoi. mais ça, mais aussi, alors, un Par truc contre- assez surprenant dont on parle pas assez, moi, c'est Norris. Il se bat quand même pour le championnat, même il accuse pas mal de retard à cause de sa casse moteur du Grand Prix de Zandvoort. Mais alors, il fait le call, on lui dit tiens, Oscar, bah t'es devant, tu veux pas t'arrêter en premier? Non. Ouais, alors je sais pas. C'est quoi ce manque de combativité? Le mec veut même pas tenter. Est-ce que c'est de la bêtise à ce moment-là? Est-ce que c'est une vraie strat dans sa tête? Parce que McLaren espérait une safety ou quelque chose. Comme beaucoup. Mais bon, tu la vois pas arriver, à un moment, ça commence à faire long. Simplement, voilà, je pense que c'est ça. comment? Il a sans doute eu peur d'une safety car. Regardez Leclerc qui s'est fait avoir par la safety car la semaine dernière à Zandvoort. Je pense que c'est un petit peu pareil. Ouais, mais le call reste malgré tout pour moi assez incompréhensible dans le sens où il est décroché par Max, mais il y a un coup à jouer, tu vois. Quand même, ouais. Et pareil, McLaren au final applique la même stratégie sur ces deux voitures, là où peut-être ça manque un peu de panache. Tu vas me dire peut-être oui, ils marquent les gros points, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Je suis pas sûr. Ils ont déjà gagné le championnat constructeur, donc là c'est tenter d'aller chercher la victoire, quoi. Ils ont deux pilotes qui luttent pour le championnat du monde. Le championnat constructeur, il est d'ores et déjà plié depuis un moment, on le sait. Techniquement, pas encore. En début de saison, mais oui. En termes de chiffres, non, ça peut encore se retourner. Ok, on sait le pas. mathématicien. Mais je veux dire, en début de saison, ce call-là ne m'aurait peut-être pas autant surpris qu'il est Oui, à on est l'heure d'accord. actuelle. Parce que là, Oui, non, mais en fait, si vous n'avez pas envie d'être là, oui, ça, non, mais une fois de plus, voilà, c'est un McLaren. On fait la course ici, quoi, merde. Voilà, c'est un McLaren un peu sans panache, qui tente pas. Un Norris qui exprime totalement. Oscar, encore, je dis pas à Piastri qui dit bon, allez, je fais un Grand Prix un peu à chier par rapport à mon coéquipier. Je dis pas. Mais il y avait quand même un coup à tenter. Quand Verstappen s'arrête, il est 19 secondes derrière Lando Norris. En vrai, ça se tente. Allez, tu sais quoi? Essaye, tu couvres la stratégie, essaye de t'arrêter aussi, de faire meilleur arrêt, de sortir devant. Tu sais pas, En fait, il perd du temps. En fait, il perd du temps sur Max, Voilà. qui s'est arrêté plus tôt. Voilà, tu sais pas ce qui peut se passer. En fait, à la place, non, bah attendre une safety. Alors, j'entends, mais pas avec tes deux pilotes. Voilà, C'est c'est ça que je reproche. Genre, C'est tu vois que la mets tes safety, elle œufs dans arrive le pas. Bah, bien sûr. Genre, essaye au moins de mettre un mec devant, tu vois, Verstappen pour dire, allez, bon. Non, Et mais au oui. pire des cas, il y a une safety, bah c'est Piastri devant, il est déjà trop loin en avance au championnat. Tu demandes au pilote qui est devant s'il veut tenter. Voilà. Il veut pas, tu le tentes sur Piastri, tu lui imposes parce qu'il est derrière. Encore, voilà. Ouais, encore Piastri, du coup, était plus, Oui. c'était plus dur de calquer cette strat, mais oui. Oui, mais je veux dire, dans ce cas, tu offres la possibilité de le faire. Voilà, c'est ça. Mais alors là, les mecs, les deux. Le retard qu'il a au championnat, je pense que paradoxalement, il prendra moins de risques que ce qu'il aurait pris s'il n'était qu'à 5 ou 10 points de. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il voulait de toute façon reprendre des points sur Piastri. Mais
Ouais, Ça va surtout être on maximise les points plutôt qu'on prend des risques à tenter des C'est ça. manœuvres. ouais, mais désolé, c'est pas une attitude de champion du monde non plus. Hein. Ouais. C'est pas un mec qui a la niaque. On n'a pas dit ça, hein. Ouais, voilà. C'est les mecs qui ont la. C'est pas un mec qui est. Ouais, McLaren pour l'instant n'a pas la niaque pour moi. Hein. Ils conduisent, ils sont là, bon, bah la voiture va vite, c'est sympa. Ah bah là, ils sont, Et ils pour sont être- en fond de troisième, Voilà. mais peinard, quoi. Et Ils pour- sont, C'est ça, ils sont sur l'autoroute. ils en ont le cruise bras con- sur l'épaule. Voilà, sur cruise la- control, tu sais, ça écoute la radio. Voilà. Non, mais ça, on a des mecs, bon, bah la voiture va vite, c'est sympa. Bon, elle pourrait être lente, serait pareil, on serait juste moins haut. Bah, en fait, tu regardes les McLaren et ce que je disais, si t'as pas un problème mécanique, bah, tu te fais chier, quoi. Oui. Mais d'ailleurs, les gens commencent à dire, on regrette presque la domination de Max Verstappen. Il se fait carrément applaudir par les tifosi en tribune. Ah, c'est. J'ai adoré ce moment sur le podium. Là. Ah, mais ça, c'est assez exceptionnel quand on sait qu'il y a encore 2 ans, il se faisait huer Bah, littéralement. Je veux dire, voilà, c'est comme Ça un- prouve que les spectateurs, c'est ce un- qu'ils aiment, c'est la course. Bien donc sûr, c'est un merci. signal fort, et surtout bah, dans les Merci, berceaux ça. comme ça en Italie, etc. On aime la course, on Voilà. aime le frisson, c'est ce qui nous Donnez-nous de la fait, course. c'est ce qui nous fait regarder, se lever le dimanche. Tu le vois même sur les réseaux sociaux, tu le vois qu'à chaque Grand Prix où Verstappen est devant les McLaren, les fans de F1 sont heureux, quoi. Oui, C'est ça. Et peu importe, et même s'il y a un pilote qui est au milieu, ne serait-ce qu'au milieu des McLaren pour jouer les troubles fêtes, ils sont contents. Après, il y aura toujours cet esprit un petit peu contradictoire où tu seras toujours pour l'outsider plutôt que le champion, quoi. Tu seras toujours aussi content de voir le champion chuter. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ça s'observe assez nettement sur les réseaux sociaux. Bah, comme partout, tout le monde est fan de sport automobile avant tout, hein, même les nouveaux fans de F1, Netflix Drive to Survive, eux plus que les autres, parce qu'ils ont été nourris justement, pas par les grands prix qui ont pu être parfois des longues processions du dimanche, mais par des condensés d'actions assez incroyables. Et en fait, là, on leur affiche des grands prix sans panache, avec des calculateurs qui disent bon, bah voilà, on s'amuse pas, mais au moins on marque des points. Non, concrètement, c'est pas ce que le peuple demande, aussi bien pour les anciens que les néophytes. Je pense qu'on est tous un peu orphelins et nostalgiques de la saison 2021, quoi. Ouais, je pense. Bah, en même temps, quand tu l'as vécu. Même la fin de saison dernière, moi, elle me manque. Hein. Je veux dire, Oui, la fin de mais- saison dernière, Aussi. où tu vois, où tu regardes un Norris comme le lièvre courir après la tortue qui était, je caricature, hein, mais le lièvre Norris qui court après la tortue Max Verstappen qui se rapproche de la ligne d'arrivée, tenter de le rattraper au championnat du monde, non, et puis avec la Ferrari, les Mercedes qui se mêlaient à la bataille, non, C'est ça, c'était. de temps à autre, ouais. Moi, je suis juste déjà la saison 2024 me manque, tu vois, t'es pas obligé de remonter jusqu'à la 2021. Ouais, non, 2021 était le pinacle. C'était ex aequo entre les deux contenders en Bien championnat. sûr. Chaque Grand Prix pouvait changer la donne. Les deux étaient extrêmement agressifs, étaient prêts à tout. Là, ils avaient la niaque, là, tu vois. Mhm. Les deux écuries tentaient absolument tout. Les stratégies, les attaques en piste, tout ce qu'il fallait mettre pour gagner, c'était mis en place, quoi. Ouais, et puis Et en plus, la réalisation a mis son grain de sel en mettant en fin de saison les échanges radio avec la FIA. En plus, mais alors ça, c'était fou. C'était fou. Les négociations de vendeurs de tapis avec la FIA, alors ça, c'était énorme. Popcorn, le cinéma absolu, quoi. Bon alors voilà, on peut te proposer, tu repartirais deuxième, et puis l'autre. Mais comment ça on te propose? Genre on te fait des offres, alors bon là c'est à la carte. Genre c'est quoi cet univers qu'on a découvert de la course? C'était assez lunaire. Ah la vache, on a découvert tout un pan de la course. Sportivement, ça s'entend dans un certain sens, mais au niveau du spectacle, ça reste Non mais je veux dire, aberrant. quand t'es un mec du public, que tu ne sais pas comment marche la F1, etc., ce qui est le cas, allez, de 99,8% de tous les fans qui suivent, t'as aucune idée de ce qu'est le monde de la F1, hormis ce que tu vois à la télé. Et d'un coup, tu découvres que les mecs, ça parle avec les FIA au micro. Déjà, ça parle avec les FIA au micro, c'est déjà une chose assez surprenante. On pensait pas que c'était des échanges aussi ouverts. Et surtout que ça fait des négociations comme ça, comme au souk. C'est en mode, alors ouais, mais là, bon, tu connais, attention, là, quand il y a le drapeau, on était qu'à 3 secondes, du coup, je peux rapprocher, mettre devant. Ah, mais lui, change ses pneus, donc attends, on le met derrière toi. Puis en fait, sauf s'il change pas, mets toi aussi. Non, mais on est où? C'est pas la F1, c'est. Ah mais je te rejoins. On a quand même beaucoup digressé là sur Oui. par rapport au sujet de base. Baptiste, est-ce que tu peux, juste avant qu'on conclue, nous faire un petit point sur le résultat de cette course et puis les classements, différents classements? Évidemment, alors Max Verstappen qui s'impose à Monza, 3e victoire de la saison pour lui devant Lando Norris et Oscar Piastri. Ferrari à domicile termine 4e avec Charles Leclerc et 6e avec Lewis Hamilton. C'est George Russell qui s'intercale entre les deux à la 5e place. Belle performance d'Alexander Albon, on l'a dit, qui termine 7e devant Gabriel Bortoleto et Kimi Antonelli. Et notre Français Isaac Adjar complète le top 10. Les autres Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, ont terminé à la 15e et à la 16e place malheureusement. Et au classement pilote, Oscar Piastri est donc toujours solide leader du championnat avec 324 points, 31 points d'avance donc sur Lando Norris. Max Verstappen est 3e, George Russell 4e et Charles Leclerc 5e, suivi par Lewis Hamilton à la 6e place.
Les Français, eux, sont 9e avec Isaac Hadjar, qui gagne donc une position au classement sur Nico Hülkenberg à la 9e place. Ouais. Esteban Ocon est 13e avec 28 points et Pierre Gasly 14e avec 20 points. Et donc au constructeur, on l'a dit, c'est plié. McLaren sera champion constructeur, conservera son titre constructeur à l'issue de la saison, puisqu'ils sont premiers avec 617 points, alors que Ferrari, deuxième, n'a que 280 points. Mercedes est troisième avec 260 points. Et suivent Red Bull, Williams et Aston Martin. Racing Bull, c'est 7e, Sauber 8e, As 9e et Alpine ferme la marche avec 20 points. Vous savez ce qui me ferait quand même beaucoup rire, ou alors, enfin, je sais pas, qu'il y a une petite émulsion, c'est que Red Bull parviennent à choper la 3e, voire la 2e place du championnat. Oh, qui remonte comme ça. Oh la vache. Avec un seul pilote. Alors moi j'ai conscience que c'est... Ouais, la 2e c'est gourmand de ma part, mais ça me ferait quand même beaucoup rire que Ferrari ou Mercedes, ou en l'occurrence Mercedes, se fasse rejoindre par une écurie à un pilote, quoi. C'est que je te rends compte que c'est quand même assez fou. Pour Red Bull, mais Red Bull a 21 points de retard sur la 3e place et 41 oui, sur la Ferrari 2e. en second, ouais. Alexander Vort a fait beaucoup de mal à Ferrari. Ouais. Voilà, tout à fait, on est parfaitement d'accord là-dessus. Attends, Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. Eh ben, ça a été difficile d'enchaîner pour terminer ça. Prochain rendez-vous, comme tu disais, Quentin, en Azerbaïdjan dans 2 semaines. Et puis d'ici là, on espère vous retrouver très vite, quoi, tout simplement. Avec grand plaisir, et qu'on ait un Grand Prix un petit peu plus sportif sur l'Azerbaïdjan. Ouais. Qui pourrait être très sympa. Quelques Ouais. batailles dans le S1 notamment, ça pourrait être très cool. Et puis Sergio Pérez doit nous sortir. Merde, bah non. Sergio Pérez en circuit urbain, je m'attendais à ce qu'il nous sorte une grosse performance. Ben non, du coup. Oui, Raphaël, oui, Sergio Pérez. Attends, Non. moi j'attends que. Ouais, non, pour de vrai, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cette écurie Cadillac avec Bottas et Sergio Pérez. Moi je veux voir la battle des numéros 2. À Bakou, circuit urbain, donc avec des murs proches. Franchement, peut-être une course à rebondissement encore. Mais attention aux limites de piste aussi sur ce circuit. Voilà, parce que là, les limites de piste. Là, il y a tellement de dégagement que. Voilà, c'est ça, c'est du béton direct. Il devrait mettre un petit peu de gravier, je pense. Parce Voilà, que ça les manque pilotes débordent trop. De aussi. l'herbe, du gravier Ouais. et un peu d'huile sur les bords de piste quand même pour compenser l'huile de friture. Chou. Le sueur oméga 3, toi-même, tu sais. Bon, merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup, Baptiste. Voilà, on termine là-dessus. On se retrouve très vite, du coup, avec le prochain Grand Prix en Azerbaïdjan. A plus. A plus, avec grand plaisir. Forza Ferrari! Bisous, bisous.